Alors, je m'appelle Pascal Guello, je suis ostéopathe à Tournan depuis plus de 17 ans maintenant. Je fais de l'ostéopathie rationnelle, où on essaie d'être pragmatique dans les prises de décision pour orienter nos patients, pour les prendre en charge. J'ai fait mes études dans une école qui s'appelle Ostéobio à Paris. Enfin, c'est l'école de biomécanique appliquée, pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement d'une articulation et de l'appareil locomoteur dans son ensemble, et essayer de proposer des conduites de prise en charge qui sont le plus pragmatiques possible. Et on pose. Dans un cabinet, il faut des choses qui sont obligatoires, qui est une table. Alors, on a des tables adaptées quand on est ostéopathe, qui montent et qui descendent pour faire des manipulations, être le plus efficient possible dans le geste technique. Donc il y a des tétières électriques, il y a une table qui monte, il y a des pédales un peu partout, ça c'est important. Il faut un négatoscope pour pouvoir lire les examens complémentaires, imagerie, les radios. Et puis le reste après, c'est un bureau, un ordinateur pour gérer sa clientèle, sa patientèle sur un fichier adapté. On a également quelque chose qui est important, qui est le fil à plomb, qui nous permet d'avoir une analyse du patient en statique et en dynamique et d'évaluer l'efficacité d'un traitement avant et après une manipulation. On laisse tomber. C'est bien ça. Et on pose. Mais je pense qu'un ostéopathe, c'est quelqu'un qui prend en charge des affections mécaniques de façon exclusivement manuelle. Alors son champ d'application principal, ça reste les troubles fonctionnels de l'appareil locomoteur, mais il traite aussi des pathologies du système crânio-facial, du système digestif et certaines pathologies chez les nourrissons, dont les plagiocéphalies. Là-dessus, on a beaucoup de résultats. Donc pour prendre en charge une pathologie, l'ostéopathe fait un examen clinique, et il fait un examen paraclinique qui va lui permettre de poser un diagnostic. Et ce diagnostic, il est paramétré par de la douleur, par de la teneur liquidienne dans les tissus, donc c'est un œdème, et puis c'est également paramétré par la raideur musculaire active, ce qu'on appelle de la contracture ou du spasme musculaire. Montrez-nous, vous avez mal en gros. C'était, parce que là j'ai un tout petit quelque chose là, mais... Ici, là. Pas agréable. Ok. Trigger actif ici sur l'insertion triangulaire. Point douloureux. Ici. Un peu ici. Ok. C'est 5 à droite. Penché vers l'avant. Et ces trois paramètres sont très importants pour l'ostéopathe parce que c'est ces paramètres qui rendent le mouvement douloureux. Et donc, le fait d'avoir un mouvement douloureux lié à ces paramètres, ça donne des indications pour le traitement et pour évaluer également son traitement. À côté de l'examen clinique, et en même temps que l'examen clinique, l'ostéopathe fait également un examen qu'on peut nommer comme un examen biomécanique, qui met en évidence les facteurs de risque de dysfonctionnement. Alors, qu'est-ce que c'est que les facteurs de risque de dysfonctionnement? C'est les paramètres du mouvement qui sont liés à la forme, aux forces appliquées, à l'état des tissus, au rendement musculaire. Et est-ce que dans ces paramètres du mouvement, eh bien, il y en a qui ont des corrélations fortes avec l'installation ou l'entretien d'une pathologie? À l'examen visuel, on a une patiente qui n'est pas très alignée sur ses aplombs et qui ne fonctionne pas de façon très économique parce que le fait d'être un petit peu vers l'avant, ça génère un transfert de force qui est appliqué un peu vers l'avant et ça surutilise les chaînes musculaires postérieures à la colonne et aux membres inférieurs, notamment les muscles antigravitaires qui sont au niveau du mollet. Ça peut tout ça entretenir de l'arrondissement fort sur la colonne et fort sur le genou. Donc l'ostéopathe, dans son examen, met en évidence les paramètres de la patho et met en évidence des paramètres qui sont les facteurs de risque du dysfonctionnement. À partir de là, il va pouvoir déterminer la modalité de traitement la plus adaptée pour son patient. Alors en fonction des situations, la modalité de traitement elle est exclusivement manuelle, auquel cas le patient est pris en charge par l'ostéopathe qui va utiliser des techniques qui sont différentes. On a des techniques comme des manipulations, des mobilisations
et des techniques tendinomusculaires. Elles ont des modes d'action différents, elles ont des effets thérapeutiques différents qu'on peut quantifier, qu'on doit quantifier. Il y a des études à faire là-dessus, mais on peut également avoir des tests qui permettent d'évaluer ces modes d'action dans les cabinets. On peut aussi, dans certains cas, avoir une modalité de traitement qui nécessite de travailler en coopération avec d'autres professionnels de santé, parce que la thérapie manuelle ne suffit pas à elle toute seule, et on peut travailler avec des kinés ou des podologues qui vont pouvoir régler certaines choses qu'un ostéopathe ne peut pas faire. Il serait peut-être bon, mais ce sera en fonction de la réponse, de modifier la statique du pied en mettant des semelles pour corriger un petit peu ses appuis. Et puis enfin, il y a la troisième modalité de traitement, qui est l'orientation, parce que le patient vient avec une affection, une pathologie qui ne rentre pas dans son champ de compétences, ou alors avec des tissus tellement usés que la manipulation, les gestes techniques qu'on utilise n'ont pas d'action. Auquel cas, on oriente chez les professionnels de santé, qui sont des médecins, des rhumatologues ou des chirurgiens. Voilà un peu ce qui est le métier d'ostéopathe, c'est de prendre des décisions, justifier pourquoi on prend en charge un patient et expliquer ce qu'on fait par des gestes techniques et de travailler en coopération avec les professionnels de santé qui nous entourent. Merci. C'est bien. Ah là, je l'ai bien détendu. En fait, c'est difficile sur un enfant qui ne parle pas de lui demander où il a mal. Donc là, je pense à des nourrissons. Hein. Et les nourrissons, ils viennent par contre avec des troubles fonctionnels significatifs parce que sur une plagiocéphalie, ils ne tournent pas la tête d'un côté. Et comme ils ne tournent pas la tête d'un côté, ils sont toujours sur le même côté, qui génèrent des contraintes inadaptées au même endroit et qui sont des facteurs de risque à déformer la base de crâne. Et donc, quand on prend en charge un nourrisson, on met en évidence cette raideur musculaire qui est trop importante à un endroit, donc on n'a pas besoin de lui parler, là, il suffit de faire un examen physique précis pour mettre en évidence ce space musculaire, et on propose un geste technique qui va permettre de régler cette raideur musculaire et qui va permettre à l'enfant de tourner sa tête à droite et à gauche de façon alternative. Ça va répartir les pressions, ça diminue fortement les facteurs de risque, et c'est comme ça qu'on corrige les plagiocéphalies. C'est vrai que ce qui est plus simple, c'est d'avoir une douleur à un endroit avec une résistance et une raideur musculaire au même endroit. Comme ça, on a des corrélations qui sont assez simples à mettre en évidence et puis on peut les évaluer simplement. Mais le patient vient aussi avec des douleurs et des projections de douleurs. Alors il faut voir si on a une douleur à un endroit et une douleur à un autre endroit qui sont liés à deux problèmes différents. Est-ce qu'on peut les associer ou pas? C'est l'examen clinique et biomécanique qui peut le faire. D'accord. Et puis on a un diagnostic différentiel avec des gens qui ont des douleurs locales avec des projections dans les membres inférieurs ou dans les membres supérieurs. Donc en fait, faire des corrélations entre tout ça, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on est trop dans l'hypothèse, on est trop dans la spéculation. Donc si on veut être un ostéopathe rationnel, il faut constater ces douleurs, les paramétrer, complexe articulaire par complexe articulaire, régler ces complexes localement en manipulant, et évaluer la réponse par complexe, et en fonction des réponses, on voit s'il faut faire l'autre complexe ou pas. C'est le seul moyen d'être le plus pragmatique possible. Ok, d'accord. Ici, le plus c'est... Ouais, le plus c'est là. D'accord. Et là, non. J'ai une douleur au niveau de l'interface fémuro-patellaire sur la berge interne de la rotule à la pression. C'est tout ce que je peux constater, je spécule pas. Et ça produit des effets satisfaisants sur le paramètre de la patho qui est le space musculaire. On en a un sur le genou, c'est pour ça qu'on fait ce geste-là. Ce genou bouge bien. On a mis en évidence tout à l'heure à l'examen de la résistance. Alors, une manipulation, c'est l'action de déformer une articulation en appliquant des forces sur cette articulation. Les forces, elles sont appliquées par le praticien. Quand on fait une manipulation, les forces, ce sont des forces à haute vélocité mais à faible amplitude qui vont se traduire par une déformation du tissu de liaison qui est entre les surfaces articulaires qui sont bourrées de mécanorécepteurs et puis par un phénomène de bruit articulaire. Alors quand on est sur les articulations pas trop remaniées, on a des phénomènes de cavitation, donc c'est le bruit articulaire qu'on connaît, hein, c'est le crack articulaire, et plus les articulations sont remaniées, la loi de comportement des tissus de liaison est différente, et on a des crissements, des frottements, des cloques, etc. Mais c'est caractéristique d'une manipulation. Il faut qu'une manipulation se fasse dans les bonnes conditions, elle ne doit pas être délétère pour les tissus de liaison, surtout si on travaille sur des gens qui sont abîmés, et pour cela on respecte différentes étapes. Voilà. Et la manipulation, c'est un geste thérapeutique qui est intéressant parce que justement, ça va produire des effets antalgiques locaux et à distance sur l'articulation qu'on traite. Et il ne faut pas oublier que les gens viennent nous voir
pas pour voir le thérapeute ni voir son cabinet, c'est pour voir, parce que ça fait du bien de manipuler. Et bien souvent, on confond en disant les gens, j'améliore les gens parce que je suis un bon ostéopathe. Vous êtes avant tout un professionnel qui utilise des gestes techniques et vous avez la capacité de développer dans des bonnes conditions ce geste technique. C'est pour ça que les gens viennent vous voir. Et ce geste technique, lui, produit un effet antalgique, c'est pas l'ostéopathe qui produit. Ce geste technique casse de la raideur musculaire active et si les gens ont moins mal et s'ils ont moins de tension musculaire, eh ben, ils ont un mouvement qui est amélioré. Donc c'est le geste technique qui fait la différence. Tout en l'enraidissant. Pour enraidir le fer qu'on veut. Mécanique du patient. Là, il a une colonne qui est élastique sur l'ensemble des segments et enraidie en bas. Donc moi, je vais prendre une manipulation qui me permet de pallier à cette élasticité. On va faire une technique d'ictus latérale qui va permettre d'enraidir fort la chaîne lombo-sacrée pour la manipuler. On choisit aussi une manipulation en fonction des maîtrises du geste. Donc il y a des praticiens qui utilisent des techniques parce qu'ils sont bien dans cette technique. Donc il y a aussi la maîtrise du geste. Puis le praticien se place sur son patient pour mettre de la précharge, ça va de la résistance jusqu'à... Enfin, c'est une déformation de l'interface jusqu'à obtenir une résistance sous la main. Et après c'est une poussée qui sera délourdosante. Et c'est... On pose, c'est bien. Et comme la résistance me paraît satisfaisante, je vais pousser pour essayer de décointer ce joint. On laisse tomber. Encore. Ok. J'ai déformé et j'ai un petit clic qui n'est pas sonore, mais que j'ai senti sous mes doigts et que normalement Florian a ressenti sur sa colonne. En fait, il y a des techniques qui existent, qui sont des techniques tendinomusculaires, où c'est des techniques où on applique des forces transversales au tissu, qui est le tendon, l'os ou le muscle, pour déclencher un ressaut. Et ça, c'est un effet antalgique intéressant local dans le muscle. C'est ce qu'on a vu un petit peu ici. Et moi, je suis un peu parasité, et je fais des techniques où je déforme également la peau, et on obtient un crissement articulaire, mais cette déformation, pour moi, me permet d'avoir une capacité à comprendre le matériau musculaire. Est-ce qu'il est souple? Est-ce qu'il est très rigide? Est-ce qu'il est déformable, indéformable? Et c'est important parce que ça me donne des indications sur la manière de manipuler. Très bien. Là, ça grince, ça se déforme avec une poussée qui est désyphosante, parce qu'on est en bas de la zone dorsale. Justement, on a différents outils thérapeutiques. On peut, s'il y a des indications et pas de contre-indications à le faire, manipuler cette personne, donc à faire une technique à haute vélocité. Mais si c'est trop délétère et les tissus sont trop remaniés, on peut faire d'autres techniques qui sont des techniques de mobilisation, où là la force appliquée elle est lente et alternative avec des étirements lents du tissu liaison, mais on aura des effets thérapeutiques et sur le muscle qui sont très intéressants aussi. Et puis on peut également faire des techniques dites de décordage ou de pression-inhibition ou de rapprochement qui là aussi sont très douces et vont régler la raideur musculaire active qui est un des paramètres fondamentaux de la pathologie. Et donc si on règle cette tension musculaire, on diminue peut-être les pressions et les contraintes appliquées dans le tissu, alors peut-être parce qu'on n'en est pas encore bien sûr, mais et les gens ça les soulage. Donc ce qui compte c'est d'améliorer les gens en les manipulant, en les mobilisant ou en faisant des techniques tendinomusculaires.